Bonjour et bienvenue à la capsule Partenariat multisectoriel en transition de qualité vers le préscolaire. Veuillez noter que cette capsule est issue d'une série d'ateliers-conférences qui ont eu lieu au courant de l'hiver-printemps 2021 dans les tables de développement social et regroupements locaux de partenaires en Outaouais. Plus de 70 partenaires de différents réseaux de services y ont assisté. Suite à ces événements, plusieurs partenaires ont recommandé l'enregistrement d'une capsule vidéo. Cette capsule sera animée par moi-même, Caroline Saint-Georges, agente de développement à la table éducation Outaouais, responsable des travaux de chantier 0,5 ans, ainsi que par Madeleine Lefebvre, doctorante en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais et faisant partie de l'équipe de recherche Ricochet, également à l'UQO. Avant de commencer, j'aimerais remercier chaleureusement le comité de travail Partenariat pour une transition de qualité vers le préscolaire pour leur apport et leur réflexion sur le sujet. Sur ce, bonne capsule! Merci beaucoup, Caroline. Alors, oui, on va débuter la première section qui traite de qu'est-ce qu'un partenariat multisectoriel. D'abord, je vais vous partager le PowerPoint ici. Alors, donc, on en est à cette diapositive de la section 1, qu'est-ce qu'un partenariat multisectoriel? Il y a une petite citation qui nous dit « Tout carré est aussi un rectangle, évidemment, mais tout rectangle n'est pas un carré. » Bien sûr, il y a des critères de plus pour qu'un rectangle se qualifie de carré. Et c'est la même chose avec une équipe, en fait. Toute équipe est un rassemblement d'individus. Mais ça prend plus qu'un rassemblement d'individus pour qu'on puisse véritablement parler d'une équipe. Alors, c'est ce qu'on va aborder un peu tout le long des webinaires de l'atelier, c'est-à-dire quels sont les critères qui peuvent faire en sorte qu'on passe d'un rassemblement de personnes à vraiment un travail d'équipe. Et on va commencer par poser un regard sur quelle est la composition du partenariat sur lequel on siège ou auquel on participe, pour pouvoir juger est-ce que cette composition-là est optimale, est-ce qu'il y a des joueurs qui manquent, puis juste être bien au courant du type de partenariat qu'on est en train de mener et avec lequel on déploie des efforts pour mettre en place des activités au bénéfice des enfants de notre territoire, de notre milieu, de notre quartier. Donc, qu'est-ce qu'un partenariat multisectoriel? Bien, quand on parle d'un partenariat multisectoriel dans la littérature, là, sur les textes qui traitent de partenariat, souvent, on va définir les secteurs, donc multisectoriels, plusieurs secteurs. On va les définir selon leur mode de financement ou leur relation à leur mode de gestion publique. On va parler donc des secteurs justement publics, tout ce qui relève du gouvernement ou des enveloppes publiques. On va parler du secteur privé, tout ce qui relève de l'entreprise privée. Et on va également parler du secteur communautaire, qui est aussi souvent financé par de l'argent public, mais pas que. Il y a aussi de la philanthropie à travers ça. Donc, évidemment, ce ne sont pas des secteurs qui sont découpés au couteau. Des fois, il y a un peu un entre-deux entre le communautaire et le privé, par exemple, ou le communautaire et le public. Et on rajoute aussi de plus en plus dans la littérature un quatrième secteur qu'on dit le secteur citoyen. Parfois, on associe le secteur citoyen au secteur communautaire parce qu'on dit vraiment le milieu communautaire est le plus près du citoyen, donc le citoyen s'y associe, mais des fois, ils sont séparés. Et l'idée, c'est juste pour vous de poser un regard à savoir est-ce que dans notre partenariat, on a des acteurs de tous ces secteurs-là ou non. Et ce n'est pas une obligation, c'est juste d'être bien au courant de la composition de votre partenariat. On peut aussi diviser les secteurs d'une autre façon, tout aussi intéressante, tout aussi pertinente. Ce sont les secteurs d'activité. Est-ce qu'on a des gens du milieu de l'éducation, par exemple? Si on traite de la petite enfance et de la transition vers le préscolaire, évidemment, souvent, il y a beaucoup de joueurs de l'éducation. Est-ce qu'on a des gens de la petite enfance, les services de la petite enfance? Est-ce qu'on a des gens du secteur de la santé? Ça peut être le secteur de l'économie, le secteur du développement territorial en général, des fois des gens du secteur culturel. Là, j'en nomme plusieurs. Ce sont des secteurs d'activité. Et dans un regroupement multisectoriel, bien, souvent, on va avoir les deux. On va recouper les deux types de secteurs, donc, c'est-à-dire des gens des secteurs privés, publics, communautaires, citoyens, et aussi de différents types d'activités
c'est-à-dire l'éducation, la santé, le développement, la petite enfance. On peut aussi se regrouper par motif, c'est-à-dire est-ce qu'on se regroupe pour traiter d'un enjeu général, comme le mieux-être dans notre milieu, ou même on pourrait considérer un enjeu plus spécifique comme la transition vers le préscolaire, ou est-ce qu'on se regroupe pour un motif très précis, un projet particulier? Ça aussi, il faut réfléchir à ça. On est ensemble, pourquoi? Puis quelle est la largeur, en fait, de ce qu'on traite ensemble? Rapidement, on ne fera pas une histoire, un cours sur l'évolution des partenariats multisectoriels au Québec, mais on pense important de mentionner que depuis les années 80, il y a eu une incitation de la part du gouvernement provincial à former dans les différents milieux des partenariats multisectoriels, ce qui fait qu'il y en a émergé beaucoup. Bon, il y en a qui vont dire, si on pousse un peu l'analyse, que c'est parce que l'État voulait se désengager de certaines responsabilités sociales, donc remettait la responsabilité aux acteurs du milieu. Ça peut être vu comme ça ou non, mais peu importe, la conséquence est qu'il y a eu plusieurs regroupements multisectoriels dans les territoires, dans les régions, comme par exemple en Outaouais, dans les Laurentides, Montréal, etc., toutes les régions du Québec, énormément de regroupements au niveau local, au niveau régional. Et ça peut avoir mené à un certain essoufflement, une surconcertation, comme on dit, des réunionites, énormément donc de travail en partenariat. Puis on est encore dans ces traces-là, même si je vous parle des années 80-90, on est encore en 2021 dans une peur, une crainte de surconcertation. Il faut se demander, nous, notre concertation dans notre territoire, dans notre milieu, est-ce qu'elle est regroupée à d'autres concertations à un niveau plus régional ou au niveau de la MRC? Est-ce qu'on est regroupé à d'autres concertations? Si oui, est-ce qu'on y trouve notre pertinence? Donc, c'est juste d'essayer de voir dans toute cette panoplie de regroupements-là où nous, on se situe et comment on juge notre position par rapport à ça. Les partenariats en Outaouais, il y en a beaucoup, hein, des tables de développement social ou regroupements locaux de partenaires, il y en a dans chacune des MRC et dans la ville de Gatineau, il y en a plusieurs dans la ville de Gatineau aussi, selon les secteurs. Toutes ces tables-là se concertent entre elles dans la concertation du développement social d'Outaouais, mais il y a aussi des tables qui sont plus thématiques au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. La table d'éducation Outaouais en est un beau regroupement de partenaires. Donc, il y a tout ça qu'il faut réfléchir et savoir, nous, notre regroupement multisectoriel se situe où? Dans tout ce labyrinthe, là, dans toute cette toile, plutôt, je devrais dire, dans toute cette toile, cette constellation de partenariats. C'est important de se pencher, de prendre un petit 2 minutes là, en tant que partenaire, réfléchir, on est où, on est quoi, et est-ce qu'on est ce qu'on voudrait être, ce qu'on pourrait être? Est-ce que ça nous sert, tout simplement? On va poursuivre avec toujours plus concret. On va vous présenter un outil qui va vous permettre de poursuivre la réflexion concernant la composition de votre partenariat multisectoriel. Merci Madeleine. Alors, nous allons vous présenter un outil sur la plateforme Geniali, une plateforme interactive en ligne. Cet outil a été réfléchi par le comité de travail Partenariat pour une transition de qualité vers le préscolaire. Alors, suivez-moi, je vous le présente. L'outil interactif est également disponible en anglais. Vous allez pouvoir trouver le lien sur le site Internet de la table Éducation Outaouais. J'aimerais attirer votre attention sur les références et liens intéressants. Grâce à la réflexion des collaborateurs et leur rapport, la plateforme interactive a eu lieu. Toutefois, il y a plusieurs éléments qui sont issus du guide d'accompagnement à la première transition scolaire qui a été produit par les partenaires de la réussite éducative en Estrie. Travaillons ensemble pour favoriser une première transition de qualité. Le partenariat, c'est des actions concertées. C'est de la coordination, de l'engagement, mais également établir un climat positif. La connaissance et la précision des rôles de chacun, l'écoute active, la valorisation, mais également l'implication active de chacun des partenaires. On parle également d'une vision commune, d'une collaboration, mais aussi d'évaluer l'ensemble de nos pratiques.
Sur la plateforme Geniali, il y a des éléments interactifs. Vous voyez, il y en a qui sont déjà en mouvement. Pour les découvrir, je vous invite à glisser votre souris ici en haut à droite. Donc, il y a un petit doigt. Quand vous cliquez dessus, ça clignote les endroits qui sont interactifs. Alors, débutons la visite guidée. Le partenariat multisectoriel en transition vers le préscolaire peut impliquer différents acteurs. Alors, sur la plateforme Geniali, comme je vous l'ai expliqué tantôt, il y a des éléments interactifs. Donc, les flèches qui clignotent vous amènent vers une nouvelle page qui vous indique quels sont les bénéfices de travailler avec ces différents milieux. Donc, bien entendu, chacune des actions que nous posons doit être dirigée vers l'enfant et sa famille. Alors, en transition vers le préscolaire, on parle du milieu des services de garde, le milieu de la santé et des services sociaux, le milieu municipal, le milieu scolaire, le milieu communautaire, le milieu des affaires et les autres milieux qui englobent ici le domaine privé. Chacun de ces engrenages-là, donc chacun de ces partenaires-là, gravite autour de l'enfant pour assurer une transition harmonieuse. Alors, je vais vous inviter à aller cliquer sur une flèche pour aller voir davantage qu'est-ce que vous bénéficiez de travailler avec ces différents partenaires. Moi, je vais aller cliquer sur la flèche du milieu des affaires parce que c'est un milieu qu'on connaît peut-être un petit peu moins lorsqu'on parle de transition vers le préscolaire. Donc, c'est quoi nos avantages de travailler avec le milieu des affaires? Donc, en travaillant avec le milieu des affaires, c'est sûr qu'on va chercher un soutien au niveau de la conciliation travail-famille. Donc, la participation des parents employés aux activités de la première transition scolaire. Donc, sensibiliser également les employeurs à cette première transition. Aussi, ça nous permet de rejoindre plusieurs parents donc pour sensibiliser et faire de la promotion sur la transition vers le préscolaire. Donc, pour revenir à notre ancienne page, vous allez ici, juste ici dans le bas de l'écran, donc en bas à droite, vous cliquez sur l'image et ça vous ramène à la diapositive des acteurs et de l'engrenage. Merci, Caroline. Donc, oui, alors là, après avoir vu la composition possible des partenariats multisectoriels pour que vous puissiez porter un regard sur votre partenariat, maintenant, on va se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on se donne tout ce mal à travailler ensemble? Il doit bien y avoir une ou des raisons, des avantages, en fait, du travail en concertation. C'est sûr que oui. Là, déjà, je pense que vous en avez en tête des mots, des qualificatifs qui vous viennent quand vous pensez aux avantages de travailler de façon concertée. Peut-être aussi que vous pensez à certaines difficultés, mais c'est bon de se rappeler pourquoi on fait ça, donc quels sont les avantages qui vont nous permettre ensuite d'aborder les difficultés que ça représente avec une attitude plus positive, peut-être être mieux outillé aussi pour désamorcer certaines situations qui pourraient être plus difficiles et faire en sorte qu'on va optimiser la qualité de notre partenariat. Mais d'abord, avant d'optimiser la qualité du partenariat, rappelons-nous les avantages de travailler de façon concertée. Alors, je reviens à mon partage d'écran. Nous en sommes ici à la partie 2 de la présentation, les avantages d'un partenariat multisectoriel. On a une petite citation d'Euripide qui nous dit « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble ». Je crois que c'est certainement la première chose à laquelle vous avez pensé. Là, je vois que je ne suis pas tout à fait… oh, voilà, là, je suis en mode plein écran. Donc, je crois que c'est la première chose à laquelle vous avez peut-être pensé quand je vous ai dit on va parler des avantages du partenariat multisectoriel. Vous vous êtes dit, bon, bien, plusieurs têtes valent mieux qu'une. Effectivement, c'est un des avantages, mais on va en détailler, en expliquer d'autres. En fait, on va regarder 5 avantages qui, selon la littérature, parce qu'il y a des gens, des chercheurs qui se sont penchés sur la question des partenariats, oui, dans le domaine du développement social, mais aussi des partenariats en affaires ou pour la gestion publique en général, au niveau de la gouvernance. Il y a des études qui ont relevé des avantages très concrets documentés là, à ce type de travail concerté. Alors, la vue d'ensemble, on vous en présente 5. Tout d'abord, on va y aller avec l'efficacité des actions. Ça, c'est intéressant de savoir ou de se rappeler que ce qu'on fait ensemble, les actions qu'on va mettre en place vont
ont plus de chances, en fait, ce n'est pas une garantie jamais, là, mais ont plus de chances d'être efficaces, donc de donner des résultats qui nous satisfont en tant que partenaires, que si on les avait menées seules, ces actions. Et les raisons à ça sont aussi détaillées. Tout d'abord, on additionne nos ressources. Donc, c'est sûr qu'ensemble, plusieurs têtes valent mieux qu'une, mais plusieurs organisations valent mieux qu'une aussi. Quand on parle de ressources, oui, on parle de ressources matérielles. Donc, on peut mettre à la disposition les uns des autres du matériel, des locaux, toutes les ressources tangibles auxquelles on a accès dans notre organisation. Donc, on peut rendre ça disponible pour les actions qui sont concertées. Mais ressources, c'est également nos ressources cognitives, notre expertise. Il y a au sein des organisations sur votre territoire des gens de grande valeur, de grande expérience, des gens qui ont, on peut dire, certains dons, des prédispositions, des grandes qualités humaines, professionnelles, dont tout le monde va pouvoir bénéficier parce qu'on travaille en concertation. Donc, c'est l'addition des ressources qui est effectivement très intéressante ici dans ce type de travail partenarial. Mais plus que l'addition des ressources, il y a une valeur ajoutée au travail en concertation, au travail d'équipe en général. C'est la création de valeur qui est illustrée par le 1 + 1 = 3 qu'on voit ici sur la diapositive. C'est plus que tes ressources plus mes ressources donnent un ensemble. Il y a une synergie qui se crée dans nos échanges entre partenaires qui n'aurait pas lieu si on n'avait pas tenu ces échanges-là. Et même, on dirait, on pourrait aller plus loin et dire cette synergie-là bénéficie beaucoup du face-à-face aussi. Parce que là, depuis un certain temps, évidemment, on est en mode virtuel dans la plupart de nos rencontres. Ça a ses avantages, mais il ne faut pas oublier que le 1 + 1 = 3, la valeur ajoutée à nos échanges, souvent, elle est facilitée par des échanges en présentiel. Donc, cette création de valeur-là, qu'on retrouve dans tout groupe, en fait, une équipe sportive, c'est la même chose, une équipe de travail à l'école, c'est la même chose, mais dans un regroupement partenarial aussi, parce que entre nous, on réussit à élargir notre point de vue, élargir nos horizons, voir les choses, c'est ça, différemment, mais il va émerger de ça une valeur ajoutée qui n'aurait pas eu lieu si on avait simplement réfléchi chacun de notre côté et ajouté nos réflexions les unes aux autres, au même titre qu'ajouter nos ressources les unes aux autres. Donc, la création de valeur est un gros avantage du travail en partenariat. Et finalement, toujours au bénéfice là, de l'efficacité des actions. Pourquoi nos actions sont plus efficaces quand on les fait ensemble? C'est parce qu'aussi, on considère des enjeux complexes. Hein. On traite d'enjeux de plus en plus complexes dans les partenariats multisectoriels. C'est rarement juste le déploiement d'une activité. C'est souvent le déploiement de plusieurs activités, donc un plan d'action pour traiter. Quand on dit d'enjeux complexes, c'est des enjeux qui ont plusieurs facteurs qui font en sorte que ça peut mieux aller ou moins bien aller. La transition vers le préscolaire en est un bel enjeu complexe. On ne peut pas dire, il n'y a pas de recette. On ne peut pas dire, un enfant, si il passe à travers telle activité, il va vivre une entrée scolaire merveilleuse, puis sa transition va être tout à fait harmonieuse. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs contextes à considérer. Il y a plusieurs systèmes, hein, le système de la famille, le système du quartier, le système école, sa région, etc. Et ça fait en sorte que c'est un enjeu complexe. Et quand on traite d'enjeux complexes, comme la transition vers le préscolaire, mais il y en a plein d'autres, c'est hyper important d'avoir la vision la plus complète possible sur ces enjeux-là, sur les différents facteurs. Et ce n'est pas vrai qu'au sein d'une organisation, on est capable d'avoir cette vision-là. On a besoin des acteurs d'autres milieux. On a besoin d'être confrontés, que des gens ne pensent pas comme nous, que des gens n'aient pas vu ça de la même façon, même ne partagent pas peut-être toujours les mêmes valeurs. Ces conflits-là qu'on peut retrouver au sein des regroupements multisectoriels sont sains.
Ce sont des nœuds où là se trouvent des nouvelles façons de voir, un enrichissement collectif. Donc, il ne faut pas fuir ces conflits-là de valeurs, de vision sur les enjeux qu'on traite. Au contraire, il faut s'en servir pour dire là, on a un nœud d'enrichissement qui va nous permettre de mieux considérer l'enjeu complexe sur lequel on traite, dont on traite. Donc, ça va servir l'efficacité de nos actions. Ça, c'est le premier gros avantage. Donc, nos actions risquent d'être plus efficaces, ce qui est génial parce qu'on est tous là pour être efficaces. On est tous là pour essayer d'améliorer la situation dont on traite. Une autre bonne nouvelle, c'est que nos actions mises en place ensemble ont plus de chances de durer dans le temps, d'être pérennes. Donc, la pérennité des actions menées en concertation est plus grande habituellement que des actions qui sont menées seulement par une organisation. Par contre, il y a un revers à ça. Ça prend plus de temps à les mettre en place parce qu'on a plusieurs joueurs, il faut se concerter, il y a des nœuds de valeur, des nœuds de vision, comme j'en parlais il y a quelques instants. Donc, ça prend plus de temps, mais quand c'est assis, quand on a vraiment, OK, c'est comme ça qu'on veut déployer notre plan d'action et on le fait, ça a plus de chances de durer. Évidemment, les actions qui durent, les actions efficaces qui durent, bien, elles vont multiplier les effets intéressants dans la communauté ou auprès de la clientèle visée. Je n'aime pas le terme clientèle, là, mais auprès des personnes qui sont visées par nos actions, ici les familles, les jeunes enfants. Troisièmement, l'apprentissage collectif. Il faut savoir que votre regroupement multisectoriel a de la valeur indépendamment des actions que vous allez mettre en place. Oui, vos actions ont plus de chances d'être efficaces, d'être pérennes, mais vous, par vos échanges, par les nœuds dans lesquels vous entrez puis que vous dénouez les poches de richesse, d'enrichissement collectif, ça a une valeur intrinsèque, ça a une valeur en soi. Le fait de se rencontrer et de discuter est enrichissant. C'est enrichissant personnellement, donc pour vous, dans votre vie professionnelle et personnelle, et c'est enrichissant pour votre milieu, parce que votre milieu, c'est rien d'autre que c'est la somme de vous, hein? Et 1 + 1 = 3, bien sûr, là. Mais bon, alors, il y a un apprentissage collectif qui se fait, qui se vit au sein des partenariats multisectoriels et d'une très grande richesse pour votre milieu, indépendamment des actions qui sont menées. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes dans un partenariat qui avance peu, évidemment, ce n'est pas ce qu'on vise. On va essayer de vous donner aujourd'hui des clés pour pouvoir optimiser la qualité de votre partenariat pour mener des actions qui vont être efficaces, pérennes, puis servir la cause de la transition vers le préscolaire. Mais si c'est lent, si vous avez l'impression de piétiner, dites-vous qu'il ne faut pas lâcher. Il faut quand même garder en tête que notre partenariat, le fait qu'on se retrouve ensemble et qu'on discute et qu'on échange, a une valeur en soi. Et c'est de là que va naître l'innovation sociale. Donc, c'est un apprentissage qui est au service de l'innovation sociale parce qu'on apprend petit à petit à considérer le point de vue des autres organisations, des autres secteurs, publics, privés, communautaires, tout avantage à se parler. Donc, on continue de se parler parce qu'on sait que ça a une valeur. Et cette valeur-là se transfère dans nos milieux. Donc, transfert de connaissances qu'on va chercher là, l'ouverture qu'on va chercher là, notre façon de discuter, de transiger, de dialoguer, de se concerter, on va la ramener dans notre organisation. Ça va servir notre propre organisation, ça va même servir notre vie personnelle. Donc, l'apprentissage collectif est un grand avantage du travail en partenariat. Quatrième avantage intéressant, c'est le partage du pouvoir. On veut tous avoir une influence sur ce qui va se passer dans notre milieu. Dans notre organisation, on est tous là pour travailler au mieux-être de nos concitoyens. Ici, particulièrement, on parle de la transition vers le préscolaire, donc on est tous là pour que les enfants réussissent à l'école puis il y ait une belle transition vers le préscolaire. Mais qui a le pouvoir de faire ça? Mais des fois, c'est certains joueurs plus que d'autres. Certains milieux ont plus de pouvoir. Je parle de pouvoir financier, je parle de pouvoir décisionnel. C'est eux qui mènent, puis les autres doivent suivre. Ce qui est intéressant avec un partenariat multisectoriel, c'est qu'on ne fait pas juste échanger des idées, mais si on monte d'un cran la qualité de notre partenariat multisectoriel dont on va parler
dans une autre section du webinaire de l'atelier. Mais si on monte d'un cran, on va également partager le pouvoir. Donc, on va dépasser la consultation des gens pour vraiment travailler en concertation, essayer de trouver des consensus dans ce qu'on va faire. Et ce partage de pouvoir-là, bien, il est super intéressant. C'est un avantage. Pourquoi? Parce que c'est valorisant. C'est valorisant, puis on donne du pouvoir à nos acteurs du milieu. Donc, on ne dilue pas le pouvoir. À quelque part, on le multiplie. Tout le monde se sent valorisé et se sent motivé et d'autant plus interpellé à redoubler d'efforts pour la cause sur laquelle on travaille. Alors, ce partage de pouvoir-là a lieu dans des partenariats multisectoriels de qualité. Donc, ça peut être un avantage fort intéressant pour notre milieu. Et si on pousse encore plus loin la réflexion sur ce partage de pouvoir, ce que peuvent nous permettre les partenariats multisectoriels, c'est d'inclure socialement et de donner du pouvoir, donc empowerment, donner du pouvoir aussi à des groupes, des personnes qui sont traditionnellement marginalisées dans la société. Et ça va faire en sorte que, au-delà de nos actions qu'on va mettre en place, qui sont souvent un peu des pansements sur les problèmes dont on traite, bien, on va s'attaquer à la source de ces problèmes-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences dans la façon dont se vit la transition vers le préscolaire entre les enfants d'un milieu? Mais tout ça, à la base, ça vient de différences socio-économiques, ça vient d'inégalités sociales, d'injustices sociales qui sont pas nées hier, là, qui sont un peu incrustées dans le fonctionnement de la société. Là, on va loin dans nos réflexions, mais il faut savoir que quand on travaille en partenariat, si notre partenariat est inclusif, on se demande est-ce qu'on inclut dans notre partenariat des familles dont on entend moins parler? Est-ce qu'on inclut des groupes d'immigrants qui font partie des groupes souvent marginalisés, des groupes autochtones? Est-ce qu'on inclut des femmes? Est-ce qu'on inclut des jeunes, etc.? Pensez à tous les groupes qui sont souvent traditionnellement exclus ou marginalisés. Si on fait un effort pour les inclure, aller les chercher et les inclure leur voix, leur participation, leur donner du pouvoir au sein du partenariat, bien là, notre partenariat dépasse le plan d'action qui traite de l'enjeu particulier pour lequel on se regroupe, ici la transition vers le préscolaire, mais on est en train de travailler sur les fondements sociaux. Et qu'on est en train de travailler sur la cause de plusieurs des problèmes dont on traite dans les partenariats multisectoriels. Alors, wow! Vous voyez que travailler en concertation, oui, c'est certes difficile, puis on va en parler des difficultés, mais vous voyez que ça peut vraiment être intéressant, fructueux pour un milieu. Alors, bien sûr qu'on vous encourage à travailler de cette façon-là. Puis, on est ici pour vous donner aussi des trucs, des outils pour pouvoir atteindre ces différents avantages en optimisant la qualité de votre partenariat. Et dernière petite chose avant que je redonne la parole à Caroline qui va vous présenter certains bons coups qui sont menés en Outaouais dans des regroupements multisectoriels, donc qui viennent un peu donner des exemples concrets aux avantages dont je viens de parler. J'aimerais spécifier ce qu'on entend par actions qui sont menées dans des regroupements multisectoriels. Donc, je reviens à ma présentation. Je vous disais, dans les avantages, il y a l'efficacité des actions, il y a la pérennité des actions et tous les avantages qui vont au-delà de ces actions-là aussi, dont on a parlé. Mais de quelles actions on parle quand il est question de transition vers le préscolaire? On trouvait important de rappeler que ces actions-là, donc les flèches veulent spécifier quelles sont les actions qui peuvent être menées pour la transition vers le préscolaire au sein des regroupements multisectoriels. Donc, peut-être que vous menez des actions ou vous souhaitez mener des actions pour l'ensemble des enfants de votre milieu. On pense par exemple à la visite du milieu scolaire en réel ou en virtuel. Ça, c'est une action qu'on voit souvent qui est déployée dans les milieux. Donc, c'est un exemple d'action pour tous. On dit une action universelle, donc qui va rejoindre beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'elle est à la base de cette pyramide, parce que cette pyramide représente le nombre d'enfants qui est rejoint. Peut-être aussi
que vous voudriez ou vous songeriez ou vous le faites déjà, mettre en place des actions plus ciblées pour des sous-groupes d'enfants qui auraient des besoins particuliers. Vous auriez identifié sur la base de critères qui sont les vôtres, là, vous auriez identifié des familles, des besoins, des familles, des besoins, des familles, des enfants qui auraient des besoins plus particuliers et vous feriez certaines actions, donc pour un groupe plus restreint d'enfants, mais des actions que normalement on dirait plus intensives. Ou peut-être aimeriez-vous ou devriez-vous ou songez-vous à déployer des actions très spécialisées et intensives, mais vraiment pour quelques enfants qui ont été particulièrement identifiés. Souvent, là, cette identification-là va se faire en partenariat avec d'autres réseaux, justement le réseau de la santé, par exemple. Peut-être que c'est ce que vous aimeriez déployer. Vous voyez, moins d'enfants, plus d'enfants, mais si on se fie à la littérature sur la transition vers le préscolaire, normalement, il devrait y avoir, ça c'est l'intensité, le deuxième triangle c'est l'intensité, il devrait y avoir des actions beaucoup plus intensives pour moins d'enfants. Et si on descend, donc moins d'intensité, donc moins d'actions récurrentes pour une majorité d'enfants. Où est-ce que vous vous situez, vous, là-dedans, dans vos actions qui sont déployées pour avoir la meilleure transition possible pour les enfants de votre milieu vers le préscolaire? Est-ce que vous êtes plus dans le nombre que l'intensité? Est-ce que vous ciblez certaines familles, certains enfants, avec quels partenaires? Ce sont juste des pistes de réflexion. Et je vais laisser Caroline compléter sur l'importance et la nature là, de ces actions-là par rapport à l'universalisme proportionné. Merci, Madeleine. Oui, en effet, l'universalisme proportionné est important et devrait faire partie de nos réflexions lorsqu'on met en place des actions en transition vers le préscolaire. Telle la pyramide inversée, les enfants à grands besoins devraient avoir des actions beaucoup plus nombreuses pour vivre une transition harmonieuse. Des bons coups en Outaouais, il y en a. Lors de nos ateliers conférences, on a demandé aux partenaires qui ont assisté d'aller remplir un mur de fierté sur un Padlet. Alors, chaque partenaire sont allés écrire les activités de transition qu'ils faisaient en partenariat avec un autre réseau afin de souligner leur fierté, mais également leurs défis. Une activité qui a ressorti très dominante dans plusieurs territoires est la fameuse activité de la boîte à lunch. Qu'est-ce qui est intéressant d'aller observer, c'est que cette activité peut se faire de différentes formes. Alors, parfois, on a le CPE en partenariat avec le service de santé et services sociaux, et parfois, on a le CPE qui est en partenariat avec le réseau scolaire. C'est sûr que le parent est toujours au cœur de ces actions. Une autre activité qui est sortie comme dominante, c'est l'activité de la grille éducative ou bien du dossier éducatif qui est mené là, par le ministère de la Famille. Alors, il va de soi que rédiger un rapport ou bien une observation sur l'enfant va outiller le milieu scolaire à mieux accueillir cet enfant. Le partenariat est donc fait entre les milieux de garde à la petite enfance, le service scolaire et bien souvent, si l'enfant a des besoins particuliers, par le centre de santé et services sociaux. Il y a aussi des défis qui ont été nommés et vous pouvez les voir. Hein? Donc, les défis qui sont très, très dominants. Donc, c'est la pandémie mondiale qui a freiné beaucoup d'activités en présentiel. Toutefois, les partenaires ont quand même su se réinventer lorsque nous parlons de visites d'école. Alors, comme vous pouvez le voir, les visites virtuelles se sont multipliées, soit par une capsule vidéo ou bien par un livre avec différentes photos et interactions. Donc, j'espère que ce Padlet saura vous inspirer dans vos territoires et arriver à faire avec vos partenaires de nouvelles activités inspirantes tout en mettant l'enfant et sa famille au cœur de vos actions. Bon, alors maintenant qu'on a vu tous les avantages de s'efforcer à travailler en partenariat multisectoriel, je dis bien s'efforcer parce qu'évidemment, ça représente aussi des défis. Et maintenant que Caroline nous a présenté des bons coups qui se passent en Outaouais, dans des regroupements multisectoriels qui déploient des actions pour la transition vers le préscolaire, on va vous donner quelques outils, des pistes, toujours des pistes de réflexion qui vont vous permettre, on l'espère, d'améliorer, d'optimiser la qualité de votre partenariat au bénéfice des enfants de votre milieu et au bénéfice, en fait, de tous les enjeux qui sont traités par le partenariat auquel vous participez. Alors, l'équipe de Ricochet
dans les dernières années, donc de 2015 à 2018, a eu le bonheur de travailler à l'évaluation des activités qui étaient déployées par chacun des RLP, regroupements locaux de partenaires en Outaouais, pour les 0-5 ans. Donc, ces activités-là ont été évaluées. Et dans le processus d'évaluation, il y a eu une immersion par les évaluateurs de l'équipe Ricochet dans chacun des RLP. Ce qui fait en sorte qu'en parallèle de l'évaluation des activités, il y a aussi l'évaluation de la qualité du partenariat qui a pu être faite. Et elle a été faite à l'aide d'un outil qui a été adapté, qui est le continuum de la collaboration professionnelle, qui avait été créé par Gay, Chabot, Bellé-Dulude en 2000 dans le réseau de la santé dans les CLSC. C'est un outil qui était utilisé pour juger de l'interaction entre professionnels du milieu de la santé. Donc, ça a été adapté et là, je vais vous le partager. Donc, on l'a adapté à Ricochet en un continuum du partenariat. Et on vous le présente parce que c'est un outil qu'on juge intéressant pour vous permettre de situer où est votre partenariat en ce moment par rapport à tel projet. Je dis bien en ce moment par rapport à tel projet parce que, évidemment, la qualité d'un partenariat, ça fluctue dans le temps. Ça fluctue en fonction justement du contexte, tout le contexte dans lequel le partenariat a lieu. Ça fluctue aussi en fonction de la composition du partenariat, qui siège. Ça peut fluctuer aussi pour diverses autres raisons. Et ce qui fait en sorte que cette évaluation-là qu'on vous invite à faire de la qualité de votre partenariat peut être ou devrait être faite périodiquement. Ça fait aussi en sorte qu'on ne doit pas juger j'allais utiliser l'anglicisme overall. Donc, on ne peut pas juger dans l'ensemble notre partenariat au regard de seulement où on le situe là maintenant sur le continuum que je vais vous présenter. Parce que d'ailleurs, où vous jugez que votre partenariat se situe là maintenant, ça peut être excellent. J'apporte ces précisions-là parce que, comme vous pouvez le voir, le continuum du partenariat se présente comme une échelle avec des niveaux. Et évidemment, plus on monte dans la qualité partenariale, plus on monte dans l'échelle. Mais il faut faire attention, il faut apporter des nuances. On peut être à un niveau plus bas de l'échelle, comme vous voyez ici, échange d'informations ou coordination, que je vais vous expliquer dans quelques instants, mais on peut se situer là et ça peut très bien convenir. Il ne faut pas nécessairement toujours viser monter le plus haut possible dans l'échelle. Il faut seulement porter un regard critique à savoir où sommes-nous, où est-ce qu'on se situe et est-ce que cette situation-là, cette position-là convient à ce qu'on veut faire présentement avec notre partenariat. Donc, ceci étant dit, je vais vous expliquer les différents niveaux pour que vous puissiez ensuite, vous, au sein de votre partenariat, juger du là maintenant, où sommes-nous et est-ce que ça convient et où est-ce qu'on aimerait peut-être pouvoir pousser plus loin la qualité et comment, on va y en venir aussi au comment. Donc, vous voyez qu'il y a 6 échelons qui partent de la pratique individuelle tout en bas jusqu'à la coopération en synergie tout en haut. Je vous le dis tout de suite, on ne traitera pas vraiment, en fait, pas du tout, de la coopération en synergie parce que c'est un niveau qui est utopique, c'est-à-dire qui n'est pas réaliste. La coopération en synergie voudrait dire qu'aucun des partenaires n'a vraiment d'attache à son organisation propre. Donc, les gens des centres de services scolaires n'ont pas de compte à rendre au centre de services scolaires. Les gens des centres de la petite enfance n'ont pas de compte à rendre non plus, etc. Vous voyez? Et c'est comme aussi si nos ressources étaient illimitées. On peut utiliser toutes les ressources qu'on veut sans aucun compte à rendre à notre organisation propre. Donc, ça pourrait faire, dans un monde utopique, une coopération en synergie vraiment géniale, mais ça n'arrivera pas. Donc, on va vraiment se concentrer sur les 5 premiers niveaux. Le premier niveau, qui est la pratique individuelle, c'est lorsqu'on regroupe des partenaires autour d'une table. C'est ce que nous disait dans une des premières vidéos de ce webinaire, lorsqu'on parlait de la citation qui disait tout regroupement de personnes est une équipe, mais non, toute équipe est un regroupement de personnes, mais est-ce que parce qu'on regroupe des personnes, on est nécessairement une équipe? Bon, là, c'est là que ça entre en jeu.
Ici, on regroupe des gens autour d'une table. Sommes-nous un partenariat? La réponse au niveau de la pratique individuelle, c'est non. Si vous avez seulement des gens qui viennent autour de la table et qui sont présents, on pourrait dire plus de corps que d'esprit, que la contribution est vraiment limitée, minimale, voire absente, bien, on est dans de la pratique individuelle. Ce n'est pas totalement négatif. Déjà, les gens sont là. Fait qu'il y a un premier pas qui est fait. Mais il faut, si vous en êtes là, bien, vous en êtes soit au début du partenariat, ou si c'est un partenariat de plus longue date, bien, vous en êtes au début de ce que pourrait être votre partenariat. Il faut voir comment vous pourriez peut-être gravir certains échelons à ce moment-là pour vraiment travailler en concertation, parce que là, présentement, vous êtes dans de la pratique individuelle, les gens viennent, mais souvent vont passer beaucoup de temps à leur cellulaire ou répondre à leur courriel. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont présents, mais plus ou moins actifs dans l'échange qu'on essaie de former avec le partenariat. Ça, je pense que c'est facile à comprendre. Si on gravit un échelon, on pousse un petit peu plus loin l'expérience partenariale et que là, les partenaires échangent des informations, bien, on se retrouve au niveau 2 qui s'appelle échange d'informations. C'est un niveau intéressant et c'est un niveau, en fait, qu'on retrouve dans pratiquement tous les partenariats. En tout cas, tous les partenariats, les 8 partenariats qui ont été évalués par Ricochet en Outaouais au niveau de la petite enfance, faisaient de l'échange d'informations. Personnellement, je siège depuis une vingtaine d'années sur diverses concertations en Outaouais et toujours, il y a même souvent, c'est le premier point à l'ordre du jour, échange d'informations. C'est intéressant parce que l'échange d'informations nous permet premièrement, d'être informé de ce qui se passe dans les différents milieux, ce qui fait en sorte que, ça a 3 grands avantages. Premièrement, ça va éviter qu'on dédouble des actions sur notre territoire. Pourquoi on le ferait? Ils le font déjà. Fait qu'on va pouvoir, dans un échelon supérieur, collaborer plutôt à enrichir des actions qui se font déjà. Mais si on retourne au niveau d'échange d'informations, juste de le savoir peut éviter de dédoubler les actions. Ensuite, ça peut aussi permettre de s'inspirer sans dédoubler ce qui se fait. Mais si on sait ce qui se fait ailleurs et que ça peut aussi être fait en partie chez nous, pour X raisons, mais on peut s'inspirer des bons coups de l'expérience, des défis qui ont été relevés par d'autres. Donc, on ne dédouble pas inutilement, on s'inspire positivement et ça permet aussi de se référer des personnes, je n'aime pas le mot client, je le répète, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on travaille avec des gens qui peuvent bénéficier de services, mais si on ne sait pas que ces services-là existent, des fois, c'est difficile de les référer. Par contre, ces échanges d'informations-là nous permettent d'être plus au courant de ce qui se passe dans notre territoire et donc, on peut référer, diriger les gens que l'on rencontre dans notre organisation, dans des services, des activités qui ont lieu dans d'autres organisations. Donc, l'échange d'informations, évidemment, permet ça. Et c'est un point, comme je le disais, majeur dans les regroupements partenariaux. Et il y a des regroupements partenariaux qui, essentiellement, leurs rencontres sont composées presque à 100% d'échanges d'informations. Et ça peut convenir. Il faut juste que vous soyez conscient que vous êtes dans un type de partenariat qui, présentement, se situe au niveau de l'échange d'informations. Est-ce que ça convient? Est-ce que vous voudriez aller plus loin? C'est à vous d'en juger. Si on allait plus loin au niveau 3 de la coordination, ce serait un partenariat où là, les partenaires non seulement échangent des informations, mais décident de se fixer des objectifs communs. Donc, on travaille à optimiser, à faire vivre à nos enfants une transition vers le préscolaire de qualité, donc la meilleure possible. C'est notre objectif. Ce n'est pas un objectif SMART dans la façon dont je l'ai dit, mais évidemment qu'il devrait être être détaillé de façon SMART. Donc, on vise quoi exactement? Et là, comme on a un objectif commun, on travaille en coordination. Souvent, ce qu'on va retrouver à cette étape-là, c'est un objectif qu'on se fixe et on va ajouter dans notre plan d'action les différentes actions qui sont faites par tous les partenaires. Qui travaille en transition vers le préscolaire? Bon, qu'est-ce qui se fait à l'école? On le met. Qu'est-ce qui se fait au CPE? On le met. Qu'est-ce qui se fait à la maison de la famille? On le met, etc. Donc, on a un plan d'action. On sait ce que tout le monde fait et on vise un objectif commun. Donc, on est plus loin là, que juste l'échange d'informations. Et souvent, rapidement, on va passer du 3 au 4. Du moins, c'est ce qu'on souhaite.
parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on combine l'échange d'informations, le but commun, donc l'échange d'informations, la coordination, pour pousser plus loin notre collaboration et dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose en commun? Parce que, oh, il y a telle action dans tel milieu qui est vraiment intéressante, on pourrait tous peut-être s'y greffer, bonifier, travailler ensemble à cette action-là. Ou il n'y a aucune action, on part de rien, là. On veut créer quelque chose de A à Z ensemble en mettant, en combinant nos ressources matérielles, nos expertises, faire 1 + 1 = 3, comme on voyait aussi dans l'autre vidéo. Donc, on veut travailler de façon concertée. Alors, la différence entre l'échelon 3 et 4 est mince, d'ailleurs, entre chaque échelon. Ce n'est pas coupé au couteau non plus, évidemment, mais si on a un plan d'action avec des objectifs communs auxquels on ajoute des actions en commun, des actions qui vont donc interpeller différents partenaires autour de la table, bien là, vraiment, on a un beau travail de partenariat là, au sein de notre partenariat multisectoriel. On a une belle concertation qui donne naissance à des actions concertées. Et finalement, l'échelon 5, qu'on dit l'échelon de la qualité là, ultime d'un travail multisectoriel dans le domaine, dans le domaine du développement social, dans le domaine de la petite enfance, plus spécifiquement, si on veut, pour la transition vers le préscolaire, c'est quand notre plan d'action concerté avec les actions qu'on va avoir décidé de faire ensemble vont être prioritaires au sein de nos propres organisations. Donc là, le travail en synergie, ça dépend beaucoup du travail d'influence et de communication que chaque partenaire autour de la table va faire avec sa propre organisation. Est-ce que le centre de services scolaires qui m'envoie siéger à ce partenariat multisectoriel me donne le OK, me donne la liberté pour qu'on priorise, nous, au centre de services scolaires, ce qui va avoir été décidé de façon concertée dans le partenariat. Même chose au niveau, par exemple, du centre de la petite enfance. Même chose pour chacune des organisations qui est présente autour de la table. Est-ce qu'au CLSC, au centre de santé, on priorise aussi ça? C'est jamais 100% oui. Peut-être que ce l'est momentanément, mais c'est rarement 100% oui, vas-y, priorise. Mais si on réussit à faire de ce qui est décider en concertation une priorité dans chacune des organisations qui est représentée là, on a un beau travail en synergie. On l'a retrouvé en Outaouais, ce travail-là, pour certaines actions qui étaient menées pour les 0-5 ans dans certains RLP. Donc, c'est possible. Ce n'est pas un niveau là, qui est inatteignable. Si c'est ce que vous visez pour certaines actions, bien, vous savez que vous avez des chemins, là, on vous donne des pistes. Donc, c'est vraiment un travail de communication, de représentation, de bien expliquer ce qui se vit au sein du partenariat multisectoriel dans votre organisation pour faire en sorte que ce partenariat-là et les actions qui sont décidées deviennent prioritaires partout, tous les acteurs du territoire. Alors là, on a vraiment un beau travail en synergie. Donc, on vient de vous présenter le continuum du partenariat qui est un outil pour vous aider à réfléchir là, sur la qualité de votre partenariat multisectoriel. Maintenant, il reste à aborder des clés, des façons de faire, des facteurs sur lesquels on peut travailler qui vont venir nous aider à optimiser la qualité de notre partenariat si c'est ce qu'on désire faire. Alors, je vais laisser Caroline revenir au Géniali qui contient vraiment des pistes de réflexion intéressantes là, sur certaines clés sur lesquelles on pourrait travailler. Et ensuite, je vous reviens avec encore d'autres outils qui sont à votre disposition, qui sont faciles, qui sont intéressants, que vous pourriez prendre, sur lesquels vous pourriez vous pencher également pour servir votre partenariat. Merci, Madeleine. Alors, quand on parle d'un partenariat sain, on parle de différents éléments essentiels. Nous, on a décidé de les illustrer sous forme de clés. Donc, la clé du savoir, la clé du savoir-être et la clé du savoir-faire. Visitons la première clé, la clé du savoir. Alors, le savoir pour optimiser le partenariat en transition vers le préscolaire. Donc, ici, on parle de la connaissance et la précision des rôles, mais également de la vision commune. Lorsqu'on parle de la vision
commune, ici, on parle d'avoir un but commun, de partager des visions communes, mais également d'avoir un sentiment d'appartenance qui est essentiel au développement du partenariat. Quand on parle de connaissance et la précision des rôles, ici, ça nous permet de spécifier quelle est la part de chacun et ainsi, qu'est-ce qu'on peut développer dans notre partenariat pour qu'il soit plus efficace. Retournons à la page précédente. Voyons maintenant la clé du savoir-être. Quand on parle de savoir-être, on parle d'engagement, de climat positif, d'écoute active, de valorisation, mais également de vision commune. La vision commune vient dans plusieurs clés parce que faut avoir une vision commune, il faut avoir également des objectifs communs pour pouvoir bien avancer. Lorsqu'on parle d'écoute active, bien ici, on parle de dialogue, de communication, mais également de questionnement. C'est vraiment essentiel à toute forme de collaboration. Le climat positif, bien, ça fait partie des habiletés relationnelles, du sens de responsabilité, mais également de la capacité d'adaptation. Ici, ça va permettre d'avoir une meilleure intégrité au sein du partenariat, puis également de travailler en équipe. Lorsque nous parlons de valorisation, nous parlons de la contribution de chacun, donc de reconnaître l'expertise de chacun. Donc, ceci nous permet vraiment là, d'avoir une collaboration positive et efficace. Puis finalement, l'engagement et la vision commune. Donc ici, on fait part d'ouverture, d'engagement, mais c'est sûr que c'est essentiel. Hein? Ça nous permet de véhiculer et de mettre en place des actions concertées. Voyons maintenant le savoir-faire. Donc ici, quand on parle de savoir-faire, on parle d'actions concertées, de coordination, d'engagement, mais également d'implication active des partenaires. La vision commune, elle est encore présente, puis la collaboration et l'évaluation. Regardons chacun de ces éléments. Lorsque nous parlons de coordination, ici, on parle aussi d'habileté de communication, l'habileté de planification et d'organisation. On doit bien coordonner nos éléments pour que notre partenariat soit efficace. Aussi, l'implication active des différents partenaires dans les différentes étapes de notre projet. Ceci va nous apporter une meilleure constance dans la présence des partenaires. Ils vont se sentir engagés et impliqués. Avoir une vision commune, un engagement et une collaboration, bien, c'est sûr que ça favorise la mise en place d'actions concertées. Travailler ensemble, ça permet d'établir une équipe collaborative de différents acteurs qui visent le même objectif, soit la transition de qualité. Bien entendu, c'est bien beau de mettre toutes ces actions-là en place, mais il faut également s'assurer d'évaluer nos pratiques de transition. En évaluant nos pratiques de transition, bien, ça nous permet de s'autoréguler et de regarder comment on peut s'améliorer ou regarder qu'est-ce qui a moins bien marché. Ça nous permet également de mesurer les impacts des actions de nos démarches entreprises. Donc, je repasse la parole à Madeleine pour la suite de la capsule. Merci, Caroline, de nous avoir présenté donc ces différentes clés qui peuvent nous permettre de travailler la qualité de notre partenariat. Puis, comme le disait Caroline, ces clés-là viennent d'un guide qui a été travaillé par des partenaires en Estrie. Donc, ça nous montre qu'évidemment, on n'est pas les seuls en Outaouais à se préoccuper des partenariats multisectoriels et à vouloir améliorer leur qualité. D'ailleurs, les outils que je vous présente dans quelques instants viennent d'autres organisations qui travaillent sur le même sujet. On va vous présenter, entre autres, les outils de Communagir. Bon, on ne vous les présentera pas tous les outils, mais on vous invite à visiter le site de Communagir, qui est une organisation qui a 10 ans, qui est une organisation québécoise, qui est à but non lucratif et qui vise à aider les acteurs du développement collectif au Québec et au-delà du Québec également. Donc, vraiment, ils ont développé une expertise et des outils très concrets, très pratiques, des lectures que vous pouvez faire, des formations, des webinaires qui peuvent aussi être intéressants pour vous qui travaillez en développement social, qui travaillez dans certains secteurs liés
au développement individuel collectif et qui siégeaient à un ou des partenariats multisectoriels. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des exemples de ce que fait Communagir, 2 courtes vidéos de 2 minutes chacune. Ce sont des vidéos qui ont été faites à l'attention des personnes qui animent les partenariats multisectoriels, donc les coordonnateurs, les animateurs. Par contre, comme on s'est dit, un des avantages d'un bon partenariat multisectoriel, c'est qu'on va partager le pouvoir, hein, partager le leadership au sein des partenaires, au sein du partenariat. Donc, on s'est dit qu'à ce moment-là, ce qui est bon pour les conseils qui sont donnés aux animateurs, aux coordonnateurs, devrait aussi être intéressant pour chacun des partenaires parce qu'on partage le leadership. Alors, on vous présente, je vais partager ici à l'instant mon écran pour aller chercher la première vidéo. Et puis, on va pouvoir ainsi la regarder et on y revient ensuite. Donc, la qualité première d'un bon animateur. Bon, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Si j'avais à en choisir une, j'opterais pour la capacité de s'adapter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, ben, c'est important de bien se préparer, de bien organiser une rencontre ou une animation. Par contre, le danger, c'est que si on veut absolument suivre le déroulement ou la grille qu'on a prévue, on risque en fait de passer à côté de certains éléments qui peuvent survenir au cours d'une rencontre. Donc, peu importe dans la vie, on planifie quelque chose, mais on ne sait jamais comment dans la réalité ça va tourner. Donc, l'objectif, c'est être capable, en fait, ce que ça nécessite, c'est d'avoir aussi de l'écoute. C'est être capable de repérer les signes qui nous disent que parfois il y a des éléments importants qui sont en train d'émerger de la rencontre qu'il faudrait traiter, ou parfois au contraire, il y a des éléments qui deviennent plus superflus. Donc c'est important d'être à l'écoute pour bien saisir ça, pour être capable ensuite d'être flexible dans son animation. Ça, par exemple, un bon truc, ça voudrait dire de ne pas être obligé de mettre des temps précis à côté des points qu'on a. C'est à dire aux gens, on a un objectif aujourd'hui, on veut se rendre à tel résultat. Par contre, on sait qu'on va passer par les grands chemins qui sont les suivants, mais il n'est pas obligé d'avoir les temps. On sait qu'on va passer par là, puis l'animateur, lui, doit s'ajuster. Une bonne façon de faire aussi, pour ne pas porter la responsabilité seule, en fait, de l'animation, parce que souvent, on se met cette pression-là comme animateur, c'est de mettre à contribution le groupe. Ce qui est à dire, si on est pour prendre une direction différente ou si on n'a pas le temps de se rendre par rapport à ce qu'on avait prévu, c'est de demander au groupe, bien, êtes-vous prêt à aller dans telle ou telle direction en prenant conscience que si on va là, on va peut-être pas traiter de tel argument, ou si on va dans telle place, on va peut-être plus traiter en profondeur d'un sujet particulier. Puis à ce moment-là, la responsabilité devient partagée, puis on évite souvent des frustrations parce qu'on n'a pas traité de certains points. Puis ça permet en fait de partager en fait l'animation, puis pas de la porter seule. Donc ça, je dirais, c'est que être flexible, être capable de s'adapter dans un cadre, bien entendu, c'est une des capacités, pas des capacités, mais des qualités premières, en fait, d'un bon animateur. Une approche qui m'inspire beaucoup dans l'animation, c'est l'approche appréciative, qui met en fait l'accent beaucoup plus sur les conditions de succès et les forces du groupe plutôt que dans les causes d'un problème, par exemple. Donc, je vous donne ici une référence d'un document qui m'a beaucoup aidé, qui parle de l'approche appréciative, un document en français parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça s'appelle Dynamiser l'organisation avec la démarche appréciative et l'auteur est Pierre-Claude Elie. Donc, je vous invite à aller consulter le document qui est très intéressant. Alors, de retour après cette courte vidéo réalisée donc par Communagir, où François nous indique qu'une des grandes qualités au sein de notre partenariat multisectoriel, c'est d'être capable de s'adapter. Il nous donne des trucs, il nous donne un truc par rapport à l'ordre du jour. Il dit c'est peut-être pas nécessaire ou c'est peut-être même parfois nuisible de mettre des temps à côté des points dont on veut discuter. Certains nous ont dit lors de la présentation de notre atelier que c'était contraire à ce qu'ils avaient toujours entendu, puis qu'eux-mêmes, au contraire, préfèrent mettre des temps justement pour limiter certaines interventions puis s'assurer qu'on passe à travers l'ordre du jour. Évidemment, ça vous appartient. La façon dont votre groupement veut gérer ces réunions avec temps, pas de temps, ça vous appartient. Nous, on vous amène des pistes de réflexion pour voir est-ce que votre ordre du jour et l'organisation très concrète de vos réunions vous permet d'atteindre la qualité partenariale que vous aimeriez atteindre.
Si votre but, c'est d'échanger de l'information principalement, bien, le point échange d'informations pourrait d'ailleurs s'appeler échange d'informations plutôt que tour de table, comme on voit souvent. Le point échange d'informations pourrait être priorisé. Et c'est ce qui arrive souvent, on le met en début de réunion quand tout le monde est frais et dispo et on passe souvent plus d'1 heure à échanger l'information. Si c'est ce qu'on veut, excellent. Si par contre, on désire davantage travailler sur une action concertée ou un plan d'action, donc on est dans la coordination ou dans l'action concertée, où c'est là qu'on aimerait aller, peut-être que l'échange d'informations pourrait être relayé plus tard et on pourrait vraiment commencer nos réunions ou axer nos réunions sur autre chose à partir concrètement de l'organisation de notre ordre du jour. Donc, piste de réflexion. Avec cette première vidéo, on vous en présente une deuxième, puis ensuite, on va y aller avec les défis, vraiment là, des défis très concrets liés à l'optimisation de la qualité des partenariats multisectoriels. Alors, j'y vais pour une deuxième vidéo. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être formé en animation dans mes études à l'université en psychosociologie. Donc, il y a plusieurs conseils que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on m'a dit, entre autres avec un de mes profs qui s'appelait Pierre Mongeau, qui est un super animateur et un super pédagogue. Et une des choses qu'il nous a dit à l'époque, c'est qu'il faut être capable de tolérer les silences. Lorsqu'on fait une animation, parce qu'on y a beaucoup réfléchi, parce qu'on a clarifié comment chacune des parties de notre animation doit arriver à des objectifs, on a l'impression qu'il faut que tout ça s'enchaîne et qu'il n'y ait jamais de moment de suspens ou de moment de silence. Or, puisqu'on est à travailler avec des groupes de personnes qui n'ont pas tout le temps les mêmes points de vue, qui n'ont pas tout le temps la même vision ou qui ne sont pas tout le temps au même niveau de connaissance, ces moments de silence-là, des fois dans le groupe, ils ont une raison d'être. Et il faut être capable, comme animateur, de les tolérer puis les laisser faire un petit bout de chemin. C'est sûr qu'on ne laisse pas un groupe être 10 minutes en silence. S'ils ne sont pas capables d'avancer, c'est notre rôle comme animateur de les aider. Mais en même temps, il ne faut pas être obligé de bourrer le silence pour tout le temps animer les gens qui sont autour de la table, parce que ces silences-là peuvent être nécessaires pour les gens pour réfléchir, revisiter leur conception des choses et éventuellement débloquer sur autre chose. Un livre que j'aime particulièrement, c'est Modèles de jeux de formation, les jeux cadres de Tiagi. L'avantage de ce livre-là, c'est que ça se veut des jeux cadres, donc c'est utiliser des jeux pour faire accomplir des choses à des groupes de personnes, que ce soit évaluer des choses, que ce soit apprendre des choses, que ce soit décider des choses, mais ça se veut des cadres dans lesquels on peut venir insérer des contenus plus spécifiques. Et il est très bien fait parce que pour chacun de ces jeux-là, on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu comme ça si on a moins de personnes que prévu, ou si on a moins de temps, ou encore si on a beaucoup de temps. Et on nous donne des types d'applications pour chacun des jeux qui peut être utile. Donc voilà. Alors, dans cette deuxième vidéo qu'on vous présente, Sébastien Martineau nous parle de l'importance de laisser la place au silence, c'est-à-dire laisser la place à la réflexion au sein de nos partenariats. Et on insiste dans ce webinaire, dans cet atelier, sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans l'action, dans le concret, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'action, qui fait quoi. On n'est pas obligé d'être là-dedans pour que notre partenariat soit efficace. Souvent, on a besoin, bien avant et pendant l'action et après l'action, on a besoin d'être dans la réflexion. Donc, si vous avez l'impression que vous ne faites rien au sein de votre partenariat, essayez plutôt de tourner votre lorgnette ou essayer de changer votre point de vue pour voir, mais sur quoi on est en train de réfléchir et est-ce qu'on se donne l'espace nécessaire pour réfléchir, notamment en acceptant les silences des participants, ce qui est, lors de réunions virtuelles, parfois plus difficile à faire. Hein? Il y a comme un certain malaise avec les silences, mais il faut nommer ces malaises-là, apprivoiser les silences comme des moments vraiment réflexifs qui sont, en bout de ligne, très, très fructueux pour le travail en concertation. Je vous repartage mon écran pour revenir à notre PowerPoint
où on présente toujours des facteurs qui peuvent nous aider à améliorer la qualité de notre partenariat. Donc, les 2 vidéos se retrouvent ici. Les références de livres aussi qui ont été données dans les vidéos, vous les retrouvez dans cette PowerPoint. Et j'aimerais terminer ma partie de ce webinaire en vous présentant une vue d'ensemble d'autres facteurs qui influencent la qualité d'un partenariat tiré de votre expérience, de ce que vous nous avez dit et de mon expérience aussi, comme je le dis, à travers différents partenariats depuis une vingtaine d'années. Vous avez nommé, ou il est souvent nommé dans la littérature, le manque de temps comme nuisible à la qualité des partenariats. Évidemment, c'est une question de priorisation, mais aussi de délégation et, de délégation et d'organisation. On vous a parlé de l'organisation de vos ordres du jour en fonction de l'échelon sur lequel vous voulez travailler. Ça peut être intéressant pour que les partenaires n'aient pas l'impression de perdre leur temps lorsqu'ils viennent travailler au sein du partenariat. La méconnaissance du travail partenarial aussi. Souvent, on a l'impression que les partenaires peuvent venir autour de la table pour venir chercher quelque chose. Mais qu'est-ce que ça me donne moi? Qu'est-ce que ça donne à la maison de la famille? Qu'est-ce que ça donne au CPE? Qu'est-ce que ça donne à l'école, à la direction d'école? Qu'est-ce que ça nous donne d'être au partenariat? Mais des fois, il faudrait changer peut-être notre point de vue et se demander, mais qu'est-ce que moi je donne au partenariat? Qu'est-ce que j'apporte? Donc, c'est toute la question de venir chercher, mais venir donner aussi pour éventuellement co-créer. On ne peut pas co-créer si chacun ne vient que rechercher. Il faut que chacun collabore, donc mette du sien, de ses ressources, de soi-même, de ses qualités, de son énergie, de sa motivation pour qu'on puisse réussir à grimper les échelons vers de l'action concertée. Ensuite, un autre défi qui est souvent nommé, c'est la méconnaissance ou les limitations de mon rôle. Oui, mais moi, je ne peux pas décider de si on peut utiliser les ressources dans mon organisation. Moi, je n'ai aucune influence sur mon organisation par rapport aux priorités. C'est des exemples que je donne. Donc, il faut se demander, c'est quoi notre pouvoir par rapport à notre organisation au sein du partenariat? Et si on n'a pas assez de pouvoir, est-ce qu'on est la bonne personne pour être à ce partenariat-là? Évidemment, ce ne sont pas que les dirigeants qui peuvent ou doivent siéger au partenariat, ceux qui ont plus de pouvoir décisionnel. Mais ce n'est pas tant une question de pouvoir que c'est quoi mes canaux de communication aussi? Est-ce que je suis capable de ramener ce qui se passe au sein de mon partenariat à mon organisation? Est-ce que je le ramène de façon efficace, de sorte que la communication doit être fluide entre les partenaires, mais entre les partenaires et leurs organismes respectifs aussi. Donc, est-ce que je connais bien mon rôle? Pourquoi mon organisation m'envoie là? Est-ce que je connais bien les limites de mon rôle? Est-ce que je connais bien mes pouvoirs, mes ressources que je peux partager? Et si la réponse à ça, c'est oui, et tout ça convient, bon, mais excellent. Mais si la réponse est non à certains endroits, il faut se questionner à savoir, est-ce que j'ai des connaissances à aller acquérir, des moyens de communication à forger, à créer des chemins au sein de mon organisation? Ou est-ce que je suis la bonne personne pour siéger à ce partenariat-là également? Le nombre de réunions est toujours aussi préoccupant, est une question qui revient souvent par rapport à l'efficacité. On a trop de réunions, ça épuise. On n'a pas assez de réunions, c'est dur de faire les suivis, puis on piétine. C'est un équilibre fragile à trouver, mais c'est à vous de le trouver. Nous, on ne peut pas dire, c'est tant de réunions, c'est efficace, des réunions d'une demi-heure, c'est mieux qu'une heure, une demi-journée, c'est mieux qu'une journée. Non, vraiment, on voit de tout. C'est aux partenaires de se pencher sur la question. Puis si vous ne l'avez jamais abordée, effectivement, ce serait à clarifier. Puis on peut y revenir aussi de temps en temps, même si ça fait 1 an ou 2 ou 3 ou 10 ou 1000 qu'on travaille d'une façon, on peut quand même s'assurer de temps à autre que cette façon-là convient toujours à une majorité. La présence sporadique des partenaires, ça, c'est un gros défi parce qu'on a beau vouloir déployer un plan d'action concerté, si les partenaires ne sont pas toujours là, parce que X raisons, hein, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ont d'autres priorités. Des fois, les gens changent de chaise aussi. Il y a beaucoup de mouvements de personnel au sein des organisations. Donc, telle personne qui était au partenariat, est remplacée. 3 mois plus tard, c'est quelqu'un d'autre. Là, une réunion est absente, ce qui fait que dans le fond, ça peut faire 1 an qu'on n'a pas vu tel partenaire. Ça, c'est tout un défi.
Et tout ce qui précède, donc, de ce côté-ci, là, au niveau des solutions envisagées, des réflexions à mener, peut aider si on est bien planifié, si notre horaire convient à la majorité des partenaires, si on a des bons canaux de communication entre notre partenariat et notre organisation, ça permet de faciliter la transition vers un autre partenaire qui se joint au nom de l'organisation à notre place ou qui nous remplace. Donc, toutes ces solutions-là sont envisagées puis peuvent aider. Il n'y a pas de solution miracle, mais ça peut aider à atténuer l'irritant de la présence sporadique des partenaires. Ne serait-ce que de le nommer aussi, hein, au sein lors d'une réunion, de dire, mais est-ce que la présence des partenaires convient? Est-ce que c'est un enjeu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? Et finalement, il y a toujours l'enjeu, on nous dit partout, on n'a pas d'argent, hein? Tout le monde, évidemment, aimerait avoir plus de ressources financières. Chacune des organisations cherche de l'argent, que ce soit communautaire dans le secteur public, dans le secteur privé aussi, à certains égards. Donc, on a tous besoin de plus de ressources, mais si on travaille tous ensemble et qu'on joint nos ressources, qu'on joint nos demandes aussi, souvent les appels de projets sont bâtis, les appels de projets au niveau des ministères, au niveau des enveloppes budgétaires qui descendent dans les milieux sont bâtis pour prioriser des projets partenariaux ou même exclusivement partenariaux. Donc, si on travaille vraiment bien ensemble en concertation, bien, ça va nous aider à solutionner ce problème de manque d'argent-là, pas dans chacune des organisations, mais pour l'organisation en tant que telle. Et finalement, le manque d'argent peut aussi être une difficulté à avoir une coordination de notre partenariat. Il faut embaucher quelqu'un pour avoir une coordination, mais encore là, tout notre système de gouvernance peut être revu il y a des organismes qui sont voués à vous épauler là-dedans. Si vous voulez revoir votre système de gouvernance pour vous permettre de dégager des ressources qui vont servir à la coordination de votre partenariat, c'est possible. C'est à vous de voir. Ça pourrait être un chantier intéressant pour assurer la pérennité de votre partenariat et optimiser sa qualité également. Alors, ce sont là des défis que vous nous avez nommés, qu'on retrouve aussi dans la littérature et évidemment des pistes de solutions à explorer, des pistes de réflexion à mener pour pouvoir les relever. Vous nous avez aussi nommé certains défis de façon spécifique lorsqu'on a donné l'atelier à l'hiver au printemps 2021. Je vais donc céder la parole à Caroline pour qu'elle puisse en relever quelques-uns avant de clore cet atelier qui, je l'espère, vous aura permis de donner du souffle un peu à votre partenariat multisectoriel pour essayer d'en faire la concertation la plus fructueuse possible au bénéfice de la transition vers le préscolaire des enfants de votre milieu. Merci, Madeleine. Oui, en effet, il y avait plusieurs défis qui avaient été rédigés sur le mur des fiertés. Donc, tel que mentionné tantôt, c'est sûr que le défi de la pandémie mondiale a apporté son lot d'épreuves. Cependant, qu'est-ce qu'on peut dénoter qui est récurrent, c'est l'absence de temps, mais également de réunir les bons partenaires au bon moment. Donc, je pense que c'est un grand défi régional de s'assurer de prendre le temps de rencontrer les bonnes personnes, surtout pour nos enfants à besoins particuliers. On se rappelle, universalisme proportionné. Si vous avez envie de pousser un peu plus loin vos réflexions afin de vaincre ces défis, je vous invite à consulter le guide d'accompagnement à la première transition scolaire qui a été produit par les partenaires pour la réussite éducative en Estrie. À la fin du guide, à l'annexe D, on retrouve une liste de questions pour soutenir la concertation et le travail intersectoriel. Cette liste de questions-là va vous permettre d'apporter une certaine réflexion au sein de votre concertation ou bien au sein de votre comité de travail. Donc, c'est des éléments qu'on a abordés tout au long de la capsule, donc la vision commune, la composition, la clarification des rôles, la reconnaissance de l'expertise, la communication, le partage de responsabilités, les ressources et l'évaluation. En conclusion, j'espère que cette capsule vidéo vous aura permis d'apporter certaines réflexions ou restructurations au sein de vos partenariats, mais également au sein de vos concertations et de vos comités de travail. Rappelons-nous que chaque petit geste que nous posons pour l'enfant et sa famille l'aidera dans son développement et son cheminement scolaire. Alors, travaillons ensemble.